Dans cette vidéo, je vais te partager le lancement de mon agence, donc comment ça s'est passé dans la réalité. Je vais te raconter comment ça s'est passé quand je suis passé de 21 ans, donc sans aucun revenu, sans argent, à 6000 km de chez moi. J'avais aussi abandonné mon CDI. Bref, c'était vraiment un tableau assez sombre. Donc comment je passais de ça à faire plus de 10 000 euros par mois avec mon agence en seulement 6 mois. Enfin, seulement. Ça m'a paru très long sur le coup. Je vais tout te raconter en détail. Mon but avec cette vidéo, c'est de te partager le lancement réel de mon agence, comment ça s'est réellement passé dans les côtés qui ont bien fonctionné, mais aussi dans les côtés un peu plus sombres, parce que forcément, si le lancement a duré 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, ça a été la galère, et ça, je vais te le raconter aussi sans filtre. Mon but, c'est vraiment de te partager ce qui a pu fonctionner pour moi, pour qu'éventuellement, tu le reproduises de ton côté, en mieux et encore plus rapide avec ta propre agence. Et donc là, on est chez moi, hein, comme d'hab, ou quand je tourne toutes mes vidéos. Et ce que je te propose, c'est que là, j'ai un Osmo Pocket dans les mains, donc ça me permettra de bouger. Je te propose qu'on descende et qu'on tourne ça de dehors, ça va être plus chill, plus sympa. Il y aura peut-être un petit peu de bruit, donc des fois je ferai des cuts si jamais je croise quelqu'un qui fait vraiment trop de bruit ou quoi. Donc je fais vraiment pas souvent des vidéos vlogs, donc pardonnez-moi pour la forme. J'essaierai de faire au mieux pour que ce soit clean et que vous m'entendiez bien tout le long de la vidéo. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, si vous voulez plus de vidéos chill comme ça, je les ferai avec grand plaisir. Là j'étais à Nice en France, j'ai pas eu le temps d'en faire une, mais je me suis dit que pour les prochains voyages comme ça pourrait être cool de prendre la caméra avec moi et de vous tourner des sortes de vlogs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière chose avant de descendre, mais j'organise une conférence donc le mardi à 20 h. Donc selon quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez encore avoir votre place pour ma conférence sur la prospection et sur comment vendre un site web, comment trouver les bons clients, comment avoir les meilleures méthodes d'approche et de prospection pour vendre vos sites web. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste ci-dessous en description. Réservez votre place, il y en a seulement 250, donc faites vite. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc sur ce, on va descendre et je vais vous raconter mon lancement dans les moindres détails, sans rien vous cacher, y compris ce qui est un peu moins sexy. Ok, nous voici dehors. Je suis juste en bas de mon immeuble, donc j'habite tout en haut de cet immeuble-là, justement. Alors, tiens, je me posais la question, je vous pose plein de questions aujourd'hui, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo du genre 24 heures avec moi, parce que vous êtes nombreux à me demander où je vis, dans quelles conditions je vis, ce que je fais de mon quotidien, de mes journées. Et il y a une vidéo, enfin un type de vidéo qui marche bien sur YouTube actuellement, c'est 24 heures avec moi, je vous montre mon quotidien entrepreneur. Je pourrais le faire avec typiquement ma journée classique quand je suis chez moi. Je sais que c'est pas les journées les plus sexy, c'est pas comme quand on fait une vidéo avec dans un cadre où on organise un événement ou un gros truc comme ça. Mais si ça vous chauffe, je pourrais vous montrer une journée classique que je fais ici à Montréal, hein, au Québec. Donc avec où est-ce que je vis, comment je m'organise au quotidien pour gérer les boîtes, etc. Dites-moi en commentaire, ça vous intéresse. Bon, sur ce, on attaque avec le gros sujet du jour, le lancement de mon agence. Bon, alors concrètement, l'agence, elle a commencé quand j'avais 21 ans. Alors pour le coup, c'était vraiment pas une agence quand j'ai démarré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en école de commerce à Paris, donc à l'INSEC pour ceux qui connaissent. Et je m'étais endetté, j'avais fait un prêt étudiant pour me payer la première année à l'INSEC, en me disant que vas-y, je trouverais une alternance pour la deuxième et la troisième année, ou alors je referais un prêt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la première année d'école de commerce, j'ai pas pu faire de deuxième prêt, enfin la banque m'a refusé, et je n'ai pas trouvé d'alternance. Donc je me suis retrouvé à la fin de ma première année sans pouvoir continuer. Et alors je tiens à dire que j'ai payé mon crédit étudiant de la première année pendant au moins 4 ans, et je tiens à vous dire que je ne regrette absolument pas de ne pas avoir pu continuer. C'est vraiment un cadeau, je considère que c'est un cadeau que la vie m'a fait, parce qu'autrement, je ne sais pas où ça m'aurait amené, et puis il faut rien regretter, mais de façon générale, hein, si vous avez fait toute votre école de commerce, c'est très bien. Si vous avez aimé ça, c'est très bien et tant mieux. Mais à titre personnel, je me rends compte que la scolarité m'a jamais rien amené de. Peut-être des choses inconscientes dont je me rends pas compte, mais bref, je suis vraiment pas fan de la scolarité, du système scolaire et l'école de commerce en particulier. Alors dans les grandes écoles de commerce, je peux capter qu'il y a un truc, genre les HEC, etc. Vous repartez avec un réseau incroyable. Mais dans les écoles de commerce peut-être un peu moyennes, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à penser que l'investissement est rentable et rentabilisé. Donc voilà, je n'ai juste à le placer là, mais je ne conseille pas d'aller faire une école de commerce comme moi j'allais le faire. Et donc finalement de ne pas avoir pu continuer, je considère que c'est presque un cadeau. Bref, donc ce qui s'est passé à la fin de cette première année, vu que j'ai pas pu continuer, c'est que j'ai pris un CDI pour la rentrée. Donc pour septembre, j'ai trouvé un CDI en tant que commercial dans une agence dans le monde touristique. Mon père travaille dans l'hôtellerie, etc. Et puis à travers lui, j'avais pu rencontrer 2-3 personnes dans le monde du tourisme, dont le patron, Marc, d'une agence. Et Marc, qui a été super sympa, qui a voulu me donner ma chance en tant que commercial. Et le pauvre Marc, malheureusement, j'y suis jamais allé, donc merci à lui, mais j'ai jamais pris son taf au final, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans l'été, avant le mois de septembre, je suis allé au Québec. J'ai grandi au Québec, j'ai 2 passeports, canadien et français. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé au Québec, et donc je me suis dit, vas-y, je vais me faire 2 mois au Québec pour profiter un peu avant de prendre le CDI et de m'engager dans la vie active.
ce que j'ai fait, je suis allé au Québec, donc j'ai été hébergé chez des amis de la famille dans un petit village où j'ai grandi qui s'appelle Saint-Paulin, qui a peut-être 1000-2000 habitants, je sais pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de ne pas rentrer. Quand je me suis retrouvé au Québec, j'ai eu l'impression d'être chez moi et je me suis dit non, je rentrerai pas en France. J'ai pas vraiment envie de ce CDI à Paris. La vie de commercial non plus, ça me vendait pas du rêve, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Moi j'aimais le marketing à la base. C'était vraiment pour ça que je voulais faire une école de commerce. J'ai toujours voulu faire du marketing, ça c'était vraiment le truc que j'ai toujours souhaité. Même le bac c'est du STGM, mercatique, dans le monde du marketing. Et donc être commercial, même pour une agence, c'est pas vraiment ce qui me chauffait à ce moment-là. Et donc j'ai appelé Marc et je lui ai dit écoute Marc, je suis navré mais je serai pas là en septembre. Et je suis resté au Québec et ce que j'ai dit à mes parents, c'est que j'allais faire une année de césure au Québec, tout simplement. Pour que ça passe un peu mieux, c'est pour faire passer la pilule. J'ai dit que c'était une année de césure et que promis, l'année prochaine, je rentre et je me trouve une alternance pour pouvoir continuer l'école de commerce. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Québec, dans un village de 1500 habitants, sans revenu, donc aucun emploi, pas d'argent de côté, hein, j'étais toujours entre 100 et 200 euros dans le compte et des fois à découvert. Sans réseau non plus, parce qu'on avait juste quelques amis de la famille qui ont bien voulu m'héberger et aussi me prêter une voiture, ce qui a été game changer parce que j'ai pu bouger. Et quand tu es à la campagne au Québec, il vaut mieux avoir une voiture. Donc, mais c'est tout ce que j'avais et voilà, aucun réseau, rien. Alors juste, je sais pas si vous entendez le vent dans la vidéo, j'espère que le micro fait bien son taf, mais je vis sur une petite île à côté de Montréal, au milieu du fleuve, donc il y a toujours énormément de vent et j'espère que ça pourrit pas le son de la vidéo. Ah, j'ai trouvé un banc, je vais me poser vite fait. Et du coup, donc j'étais dans ce petit village et il fallait que je trouve une façon de gagner de l'argent. Et en fait, il y a un truc que je vous avais pas dit, mais ma passion, c'est la photo. En fait, depuis le lycée, j'ai toujours fait de la photo pour le kiff, mais aussi, ça a été une façon de gagner un peu d'argent quand j'étais au lycée pendant les études. Je vendais mes services de photographe aux autres. Donc en fait, je vendais des photos de profil pour Facebook, hein, c'était la grande époque de Facebook. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais pouvoir vendre de la photo. Et comme je connaissais personne à qui la vendre, je me suis dit que j'allais pouvoir en vendre à des entreprises. Et en fait, j'avais déjà fait quelques photos pour des hôtels quand j'étais à Paris, pour des contacts à mon père. Alors c'était globalement bénévole, hein, les photos que j'avais fait à Paris pour les hôtels, mais au moins j'avais eu cette expérience-là. Je savais comment faire des belles photos d'une chambre d'hôtel, d'un lieu commun, etc. Et donc je suis allé voir des hôtels autour de moi, donc dans les 50 km autour du village, et j'ai commencé à vendre mes services de photos. Et honnêtement, ça a plutôt bien démarré. Je suis tombé sur un premier hôtel, et donc le propriétaire, le directeur de l'hôtel qui s'appelle Donald, qui m'a fait confiance et qui a accepté pour quelques centaines d'euros que je fasse les photos de son hôtel, puis de ses 3 autres hôtels dans la région. Donc vraiment, j'ai eu du bol là-dessus. Donald m'a fait confiance alors que j'arrivais de 21 ans avec mon appareil photo, aucun portfolio, rien. Mais il m'a payé d'avance pour que je fasse des photos. Et en vrai, j'ai tout donné. Et ça s'est très bien passé. Et donc à partir de ça, j'ai pu prendre les photos que j'ai fait pour lui et son témoignage. Et je suis allé voir d'autres hôtels de la région pour leur vendre à eux aussi des photos. Et en fait, sur les 2-3 premiers mois où j'étais au Québec, là où j'étais hébergé, où j'avais ma petite voiture, c'est ce qui m'a permis de payer l'essence de la voiture et de payer mes courses, etc. Et ça a été mon premier pas dans la vente de mes services. Et en fait, en parallèle, il y a un pote qui m'a envoyé 2 chaînes YouTube. Celle de Olivier Roland, qui faisait tout ce qui est blogueur pro, donc comment être libre grâce à son blog. Donc c'était déjà un pied dans tout ce qui est marketing numérique et se servir du web pour gagner de l'argent. Et une autre chaîne YouTube qui est Startup Food, qui était la chaîne de Oussama Hamar pour son incubateur de Family, où là il parle plutôt du développement de startup. Je pense que parmi vous, il y en a forcément qui ont connu cette époque-là. Et ces 2 chaînes YouTube, en gros, elles ont mis des mots sur ce que je voulais. En gros, je savais que je voulais pas trouver un taf, mais j'avais pas encore l'idée d'entrepreneuriat en tête. Parce que je viens vraiment mon monde autour de moi, c'était fonction publique, salariat. J'ai jamais rencontré un entrepreneur jusqu'à mes 21 ans. En tout cas, pas consciemment. Et donc, au final, j'avais pas mis de mots sur ce que je voulais. Et en regardant leurs vidéos, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était être libre, avoir ma boîte, être freelance au début, et puis monter mon agence. Donc, c'est vraiment grâce à eux que j'ai un peu découvert le monde entrepreneurial. Et ces 2 chaînes, voilà, je leur serai éternellement reconnaissant. Vous allez voir, je vais les réévoquer un peu plus tard aussi. Et grâce à ces 2 chaînes-là, j'ai commencé à me dire, tiens, ça pourrait être cool de maîtriser le marketing numérique. Et donc je me suis formé à la création de site web, je me suis formé à Facebook Ads, enfin formé parce que comme j'avais pas de budget, je pouvais pas m'entraîner à faire du Facebook Ads, je me suis juste formé sur la théorie. Par contre, je m'étais amusé à faire des faux sites web, notamment des faux sites web pour un hôtel fictif. Je m'étais entraîné comme ça à créer une sorte de site web comme si j'avais un hôtel et pour voir que j'en étais capable. Et donc à ce moment-là, j'ai eu une autre idée qui était que, en fait, je vendais des photos à des hôtels parce que leurs photos étaient nulles. Mais ça réglait pas le problème de fond qui était que leurs photos, même si c'était plus belles qu'avant, étaient mal présentées aux clients. Parce que la plupart des sites web qui affichaient les photos que je leur faisais étaient de mauvaise qualité. C'était des sites web qui n'étaient pas responsives, qui étaient un peu vieillissants. Donc même si les photos donnaient un petit coup de jeune,
le support, le site web, lui, il était pas bon. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais aller voir tous les clients à qui j'avais vendu de la photo pour leur proposer un meilleur site web. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Et je vous la fais courte, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais en gros, ce que j'ai fait pendant les 6 premiers mois de mon lancement, c'est que j'ai vendu de la photo, des sites web et parfois j'ai upsell un peu de publicité Facebook à des hôtels et des PME qui m'entouraient dans la région de Shawinigan, donc juste à côté du village où j'ai grandi. Après je suis allé dans la ville d'à côté qui s'appelle Shawinigan, là où j'ai fini par avoir mon agence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes services. Alors je vais tout de suite aller au point qui nous intéresse. Pendant ces 6 premiers mois de lancement, j'avais environ 1200 euros de charges mensuelles pour mon loyer, l'essence de la voiture, les cartes de visite, la nourriture, etc. Et je n'ai jamais gagné plus de 1000 euros pendant ces 6 mois. Donc tous les mois, je gagnais entre 500 et 1000 euros. En fait, je prospectais peut-être 80 heures par semaine. Et quand j'avais un client, je mettais énormément de temps sur la production parce que je me disais que si je faisais un excellent travail, bah, tous les clients allaient venir direct derrière facilement, en des demandes entrantes. Donc je me donnais à fond, j'étais pas du tout rentable, hein. Je passais peut-être 30 heures sur un contrat que je facturais 400 ou 500 balles. Mais je me disais que si je passe tout mon temps à prospecter et que quand j'ai un contrat, bah, je donne tout dessus, ça allait me faire ma réputation. Donc je travaillais énormément, mais techniquement, j'arrivais jamais à signer plus de un ou deux contrats par mois, grand maximum. Ce qui permettait de payer une partie de mes charges, mais pas tout. Ce qui fait que pendant mes 6 premiers mois, en parallèle de tout ça, bah, j'ai commencé à emprunter de l'argent à alors pas à des banques parce que jamais on m'aurait prêté, mais à des amis de la famille, et surtout un ami de la famille qui m'a prêté de l'argent et j'ai fini avec une dette de 4000 euros. Donc le résultat au terme de mes 6 premiers mois de lancement, c'était concrètement 4000 euros de dette à droite à gauche, jamais plus de 1000 euros par mois, donc jamais eu la preuve que je pouvais vraiment vivre de mes services. Tout un entourage qui me disait d'arrêter mes conneries et de retourner donc soit aux études, soit de prendre un boulot, surtout de prendre un boulot parce que finalement les études c'était un peu cramé, tout le monde avait compris que c'était cramé, donc on me disait de prendre un taf. Tout le monde me disait va prendre un taf, deviens serveur, fais ce que tu veux, mais on me disait arrête tes conneries, arrête d'essayer de vendre tes trucs, ça marche pas. Ça, c'est la situation après les 6 mois. Et c'est pour ça, et je tiens du coup à lier tout ça à un point que je vous dis souvent. Je vous harcèle souvent dans les conférences, dans les vidéos et tout, pour vendre plus cher. Mais ça vient de là en fait. Parce que pendant 6 mois, je prospectais, je vendais, je faisais un, 2, 3 clients par mois. Mais je me vendais toujours entre 300 et 500, 600 euros. La photo, c'était toujours entre 200 à 400 euros en moyenne. Et les sites web, c'était entre 300 et 800 euros. Et au final, j'avais beau vendre, je n'arrivais jamais à vraiment gagner ma vie. Et en fait, ça c'est le drame quand on démarre, c'est de vendre si peu cher que même quand on signe un client, on est content, mais on n'arrive quand même pas à se payer à bouffer. Mais ça vient du pricing et de la cible. J'allais voir des solopreneurs, des artisans, des gens qui se lancent, et je leur vendais des services au pricing que eux pouvaient se permettre, qui au final, moi, ne me permettaient pas de vivre. Et je tiens vraiment à le rappeler ici et à vous le repréciser parce que c'est vraiment une erreur que font beaucoup de gens qui démarrent et forcément bah, vous ne pouvez pas en vivre. Et forcément c'est une douleur le lancement parce que évidemment vous avez beau vendre, vous ne pouvez jamais vraiment gagner votre vie et trouver le confort dont vous avez besoin pour essayer de vous récompenser un peu. Parce que quand on se lance et qu'on bosse 80 heures ou 100 heures par semaine, bah, faut aussi se récompenser un minimum. Il faut avoir l'impression que tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Mais si on vend des contrats à 300 balles, malheureusement, ce moment, il n'arrivera jamais. Et je vois des gens qui font ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous voyez, moi, il y a un truc qui fait que j'ai pas abandonné et je pense aussi qui fait que pas mal de gens arrivent à supporter ce genre de situation pendant des années. C'est que quand je regardais Olivier Roland, ou Sama Amar, ils disaient tous la même chose, c'est que c'est la persistance, la détermination, le fait de ne jamais abandonner qui fait qu'on finit par avoir des résultats. Donc personnellement, je ne me posais pas 36 questions, je me disais simplement, ça va finir par décoller. Je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, et je vais bien finir par avoir un déclic où il y a quelque chose qui va m'arriver qui fait que ma situation va se corriger. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi un moment où il faut se dire, tiens, ça fait 6 mois que je vends. Ça fait 6 mois que je fais de la prospection. Ça fait 6 mois que je donne toute mon âme pour ma boîte. J'ai pas encore dépassé les 1000 balles par mois. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors oui, je vais continuer, oui, je vais rester motivé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que je devrais modifier pour être capable de gagner plus d'argent? Parce que peut-être que c'est ma façon de faire qui est pas bonne. Et le problème, c'est que je me posais pas ces questions-là. Parce que dans les vidéos que je regardais, et là je veux pas leur jeter la pierre, mais c'est la réalité, ils disent toujours, tout le monde dit toujours, juste continue, juste ne lâche rien. Mais dans la réalité, bah, c'est que si vous faites un truc qui n'est pas rentable, bah, lâchez-le parce que ça va vous amener nulle part financièrement. Et là, du coup, on arrive au moment bah, qui a un peu tout changé dans mon lancement. C'est qu'au bout de 6 mois, justement, toujours faire la même chose, je me suis dit, il y a un problème. Et là, vous voyez, c'était le moment où mon entourage commençait à s'impatienter. On me demandait de rembourser l'argent que j'avais emprunté. Donc, mon entourage proche, donc ma copine de l'époque, me disait, bon, là, ça devient chaud, ce serait bien qu'on mange correctement. Enfin, voilà, il y a eu un cumul d'éléments extérieurs qui m'ont mis un très gros coup de pression
Pour vous dire les choses, je vous ai promis de la transparence, bah, à ce moment-là, je faisais des crises de panique. Alors, je suis pas quelqu'un de très nerveux à la base, hein, mais là, c'est une période où genre je faisais plein de crises de panique, je passais des nuits blanches à réfléchir et à me demander ce que je pouvais faire. Je regardais, même quand je regardais une série Netflix, je culpabilisais. Quand je regardais une série Netflix, je me disais, bah, tiens, les acteurs qui jouent dans la série, eux, ils ont un taf, et moi, je fais quoi? Je ramène même pas 1000 balles. Et vraiment, c'était une période où la culpabilité était très forte, la pression était très forte. Et vraiment, même, enfin, franchement, ça fait 9 ans. J'ai jamais connu un tel stress qu'à cette époque-là. Donc, non, l'argent rend pas forcément heureux et résout pas tout, mais ça résout quand même la plus grosse des sources de stress, c'est-à-dire le mode survie. Il est particulièrement stressant, il est particulièrement intense et il a un très gros impact. Et je vous avoue que les 4 premiers mois, j'arrivais à le vivre, j'étais soutenu par mon entourage. Les 2 derniers mois de mon lancement, donc les 5e et 6e mois, ça a été vraiment autre chose. Ça a vraiment été le moment où tout le monde en avait marre et il n'y avait plus de support extérieur. Et là, c'est le moment où intérieurement, ça commençait à être chaud. Et donc, c'est à la fin de ce 6e mois que je me suis dit, bon, puisque rien ne fonctionne, et puisque le déclic, pas que rien ne fonctionne, j'ai rien testé de différent, mais puisque le déclic n'arrivait pas, puisque mes revenus n'augmentaient pas, je vais faire un truc de kamikaze. En fait, alors j'ai vu une vidéo de Olivier Roland où il parlait, en fait il a une expression qui est brûler ses bateaux. Je l'ai découverte avec Olivier Roland, cette expression, et je l'ai vraiment pris au pied de la lettre. Il expliquait le fait de brûler ses bateaux, ça vient du... Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire longue parce que ce serait trop long et je ne me rappelle plus les détails, mais en gros c'est un commandant, je crois, qui avait fait débarquer son armée sur donc la terre adverse. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment en sous-nombre et qu'il n'y avait quasiment aucune façon de gagner cette guerre. Et donc le commandant, pour éviter que ces mecs fassent demi-tour et se barrent, a brûlé tous les bateaux. Donc ils ont brûlé tous leurs bateaux en se disant bon bah maintenant on peut plus faire demi-tour, donc on doit avancer. Et ils ont gagné parce que comme ils avaient le feu de ne pas pouvoir faire demi-tour, et ben ils ont fini par gagner face à une armée bien plus grande que la leur. Voilà, ça c'est la version raccourcie, je pense que je dis, je pense qu'historiquement c'est pas très bon, mais voilà, vous avez compris. Et du coup j'ai découvert cette expression là et je me suis dit bah voilà, je vais brûler mes bateaux. Et comme j'avais des toutes petites charges, alors 1200 balles, certes, c'était quand même plus que ce que je gagnais, mais oui, quand vous ramenez 1000 euros sur 1200, les 200 euros, ils sont inconfortables, mais ils sont encore acceptables, quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est encore acceptable. Alors je me suis dit, je vais faire un truc qui est un peu... Alors, la décision que je vais vous annoncer là, elle est stupide, ok? C'est une décision stupide, ça a marché pour moi, mais je ne la conseille aucunement. Et oui, je payais 400 balles de loyer à ce moment-là parce que j'étais dans un petit village et je suis allé à Montréal, donc la grande ville au Québec, et j'ai signé un bail pour un appartement à 1600 euros par mois. Alors au Québec, c'est un peu différent de la France. Ici, vous signez votre bail et vous payez le premier loyer à la fin du premier mois. En tout cas, à ce moment-là, c'était comme ça que ça marchait. Par contre, au Québec, contrairement à la France, si vous ne payez pas, vous pouvez vous faire sortir du loyer beaucoup plus facilement qu'en France. Donc en gros, vous pouvez signer le bail, mais si à bout de 30 jours, vous n'avez pas payé, vous pouvez avoir des vrais problèmes. Et c'est pas comme en France où tu peux rester 2 ans dans l'appart avant de te faire virer. Non, ici, en 1 ou 2 mois, tu es dehors. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Montréal, j'ai trouvé un appartement qui est vraiment celui que je voulais, celui qui m'inspirait, le truc dont j'ai toujours rêvé, 100 mètres carrés en haut d'une tour avec vue sur le fleuve. Franchement, 1600 euros à l'époque, là les loyers ont beaucoup monté, mais c'était vraiment un truc de ouf. Et j'ai signé le bail. Et on a emménagé dans cet appart. Donc j'avais jamais gagné plus de 1000 euros par mois. Et je me suis retrouvé dans un appart dont le loyer était de 1600 euros. Ce qui fait que d'un coup, ma vie, et puis Montréal, tout est plus cher. Donc ma vie coûtait environ 2500 euros par mois au moment où je suis arrivé à Montréal. Et là, je me suis retrouvé donc, au premier du mois dans ce nouvel appartement, donc le déménagement et tout, petite euphorie en arrivant. Et là, la vraie angoisse a commencé, parce que j'avais 30 jours pour trouver mon loyer, rembourser l'argent que je devais, parce que vraiment je commençais à avoir des vrais coups de pression autour de moi, et bah, le reste de mes charges. En gros, je devais trouver environ 6000 euros pour ce mois-là. Et c'était pas en mode je peux trouver un plan B si je trouve pas les 6000 euros. C'était vraiment je trouve les 6000 euros ou je me fais virer de l'appartement. Et là, devant la belle famille et tout, je dois retourner dans le village et passer pour un énorme bouffon. Donc c'était vraiment genre très problématique. J'aurais pas pu rembourser non plus les amis de la famille qui me disaient qu'eux en avoir besoin. Je me serais senti mais horriblement mal. Bref, c'était vraiment des grosses conséquences si j'y arrivais pas. Et donc, bah, je me suis remis au boulot. J'ai commencé à prospecter à Montréal. J'avais aussi cette conviction que à Montréal, il y aurait plus de clientèle et plus qualifiée que ce que j'avais dans mon petit village. Et ça, je pense que c'était un bon move parce que c'était vrai. Et donc, je me suis remis à prospecter. Le problème, c'est que je me suis remis à prospecter de la même façon que je faisais à Shawinigan et dans mon petit village. C'est-à-dire que j'allais voir des petites boîtes à Montréal. J'allais voir des gens qui se lancent, même à Montréal. J'allais voir des solopreneurs et des gens qui se lancent. Et pendant
et c'est là où ça devient vraiment chaud, les 20-25 premiers jours du mois, donc en fait quasiment la totalité du mois, j'ai fait que ça. Et je vais vous dire un truc, d'habitude je signais 1 ou 2 clients dans le mois. Ce mois-là, j'ai signé 0 client. C'est-à-dire que jusqu'au 20-25 du mois, j'ai signé aucun client. On était entre le 20 et le 25, on va dire le 25, vraiment la fin du mois approchait, j'avais zéro d'encaissé sur le mois en cours. Et je devais trouver 6 000 pour la fin du mois. Là, c'était vraiment chaud. Et donc, j'avais fait un premier pas en me faisant violence, voilà, en misant sur moi et en prenant des charges beaucoup plus élevées que ce que je pouvais. Mais là, ça n'avait pas suffi. Et donc, rendu vers le 25 du mois, je me suis dit, bon, je vais arrêter de prospecter, parce que de toute façon, je trouve pas de clients. Et donc, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai renoncé, j'ai complètement abandonné. Je suis resté à mon bureau chez moi, et donc j'ai arrêté de prospecter. Là, je me suis rendu compte que concrètement, tout ce que je faisais, la prospection que je faisais, ça m'amenait à rien. Et même si je continuais 5 jours de plus, il y a un moment où on est tellement loin dans le mois qu'il n'y a rien qui peut me sauver. Du coup, je m'inscris, alors elle pas me demander pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis inscrit à des forums sur le marketing numérique. Je me rappelle plus, mais il y avait un gros forum québécois sur le marketing numérique, je me rappelle plus du nom, et aussi à des groupes Facebook qui étaient très populaires à l'époque, et donc sur tout ce qui est publicité Facebook et site web. Et je me suis mis à répondre à toutes les questions que les gens posaient. En gros, c'est vraiment des forums et des groupes Facebook où le but c'était que les gens posent leurs questions sur le marketing numérique de façon générale et des experts du groupe répondent. Et moi, pendant ces quelques jours, je suis devenu un des meilleurs modérateurs et je me suis mis à répondre à tout le monde. Et donc, toujours des questions techniques, hein, genre comment faire ci, comment faire ça, j'ai tel problème avec mon CPL, j'ai tel problème avec mon site web, comment le régler. Et j'ai commencé à répondre à tout le monde. Et là, j'ai eu cette idée, donc on était toujours au 26-27 par là, j'ai eu cette idée d'aller voir qui étaient les gens qui publient. En gros, à chaque fois que quelqu'un publiait une question, j'y répondais direct, donc j'étais vraiment le premier à répondre sur tous les posts. Et à chaque fois, je prenais le nom de la personne et je regardais qui c'était. Est-ce que c'était un solopreneur, une entreprise, etc. Et je me suis dit, bon, finalement, quoi qu'il se passe, j'ai pas les moyens, enfin, j'aurai jamais l'argent qu'il me faut pour la fin du mois si je vends à 300-400 balles. Donc, je vais faire un truc, c'est que pour une fois, je vais aller voir des boîtes qui tournent vraiment. Donc, quand il y en a un qui sort, à qui je réponds et qui a une vraie boîte qui tourne et qui fait de l'argent, je vais le contacter et je vais essayer de lui demander un plus gros montant. Et donc c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que quelqu'un publiait, je trouvais son nom et s'il avait une vraie boîte, genre une PME qui tourne, en fait j'appelais direct et je disais oui bonjour, j'appelle Valentin, je viens de répondre à Francis sur le... Francis c'est le nom de mon premier client du coup, que j'ai trouvé comme ça, je vous raconte ça juste après. Et j'aimerais parler à Francis, je viens de lui répondre sur le groupe et j'aimerais lui parler de revenir sur sa question. Et en gros à chaque fois, j'appelais les gens comme ça. Et quand j'arrivais à l'interlocuteur, donc par exemple quand on me passait Francis, et je disais bonjour Francis, c'est Valentin, on vient de se parler sur Facebook, je viens de répondre à votre question sur votre publicité Facebook et aussi sur le site web. Et j'en ai conclu que vous n'étiez pas accompagné et j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour vous dire ce que je pourrais faire pour vous. Est-ce que vous êtes disponible demain ou après-demain? Vraiment un truc, c'était pas un gros script, vraiment c'était à l'impro. Et c'est ce que j'ai fait avec tous ceux à qui j'ai répondu. Et vous voyez, le fameux Francis, ça a été le premier à me dire oui. Et il m'a dit, viens demain au bureau, c'était peut-être à 45 minutes de route environ de chez moi. Il m'a dit, viens demain au bureau. Et j'ai continué, et même s'il m'avait dit oui, j'ai continué de faire ça. Pendant les 24 heures qui ont suivi, j'ai pas arrêté. Et j'ai obtenu 3 rendez-vous dans les 48 heures qui ont suivi. 24-48 heures qui ont suivi. Je vous la fais courte. Un des rendez-vous m'a annulé genre quelques minutes avant, donc vous imaginez le désespoir, c'était le premier rendez-vous, il m'a annulé quelques minutes avant, désespoir absolu. Et j'avais 2 autres terrains, donc le premier avec Francis qui avait une grosse boîte dans le monde de l'habitat, et un gros cabinet, vraiment un très gros cabinet de nutrition, avec une petite dizaine de nutritionnistes à l'intérieur. Donc vraiment un gros truc qui tournait bien, et eux ils avaient des problèmes avec leur site web notamment, et voulaient faire de la publicité. Et donc je suis allé à ces 2 R1. Et écoutez, j'ai fait, donc les R1 pour rappel c'est des rendez-vous de vente, c'est les premiers rendez-vous de vente, là on fait la phase de découverte, où on se présente, etc. Et là j'ai joué le tout pour le tout. Genre je suis allé à ces 2 rendez-vous, et là vraiment je me suis inventé une vie. Je leur disais que j'étais super chaud sur Facebook Ads, que j'avais fait plein de sites web. Je vais pas vous mentir à vous, la réalité c'est que j'ai vraiment brodé mon CV, je disais que je sortais d'une école de commerce full marketing, que j'avais fait, voilà, que j'avais fait que j'avais plein d'expériences techniques. Dans la pratique, c'est vrai que j'avais passé des centaines d'heures à me former, mais j'avais juste jamais appliqué ces heures-là à un vrai client. J'avais un petit portfolio à partir de ce que j'avais créé pour des faux sites sur Divi, donc sur un seul nom de domaine, j'avais plusieurs pages que je leur montrais, quoi, en gros, et Facebook Ads, j'avais juste rien à montrer.
Donc c'était un petit peu dramatique, je vous avouerai. J'avais peut-être une ou deux campagnes pour des hôtels, mais quand tu fais des campagnes à 20 balles par jour maximum, honnêtement, c'est pas super sexy pour une PME qui fait déjà plusieurs millions. Donc je les avais, mais je les montrais pas forcément. Et donc c'est comme ça que je menais mes rendez-vous. Oui, j'ai vraiment forcé le trait, mais c'est comme ça que je me présentais. Et par contre, un truc qui marche, et je tiens à vous le dire, et là encore c'est un truc que je veux connecter avec ce que je vous dis souvent, c'est que comme je m'étais formé de ouf et que j'avais plein de références. J'avais plein d'études de cas en tête. J'avais étudié plein de boîtes qui avaient fait la publicité Facebook, qui avaient refait leur site web, etc. Et j'avais plein d'exemples pour illustrer tout ce que je disais. En gros, dès que je m'inventais un peu quelque chose, par contre, j'avais une tonne d'argumentation pour vendre mon service, pour expliquer par A plus B pourquoi faire plus de pub était intéressant, pourquoi le site web là avait un mauvais taux de conversion et ce qu'il fallait faire pour l'améliorer. Donc toute la théorie, je l'avais dans la tête. Et donc ça m'a donné une sorte de crédibilité pendant les rendez-vous. Et c'est pour ça que je tiens à le redire ici, c'est vraiment important de réviser votre sujet techniquement avant d'aller à vos premiers rendez-vous, parce que même si vous n'avez pas de portfolio, c'est pas grave si on a l'impression que vous savez de quoi vous parlez. C'est pas grave si on ressent votre expertise, même si c'est que de la théorie, si on ressent votre expertise, que vous avez des études de cas même de la part d'autres personnes, ou si vous pouvez illustrer vos points, ça suffit à créer une sorte de crédibilité. Et personnellement, c'est ce qui a marché. Et ce que j'ai fait pour ces deux rendez-vous, et ça c'est encore un truc que j'ai jamais refait depuis, mais pour vous dire, quand on est dos au mur, de toute façon on est obligé d'avancer, j'ai demandé à ces deux prospects de me payer en gros sur le champ. Je leur disais, écoutez, moi je suis très chaud de vous accompagner. Là avec tout ce qu'on vient de se dire, je pense qu'il y a une évidence, c'est que vous avez besoin de moi pour maintenir votre site web et pour faire de la publicité sur Facebook. Et je serais très chaud de vous accompagner. Par contre, la façon dont je fonctionne, c'est que là, j'aimerais que vous payiez le premier mois dès maintenant. Donc un mois qui me sécurise, qui montre votre engagement. Donc c'était par chèque à l'époque. Et voilà, donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, faites-moi un chèque de 2 500 € dès maintenant. Et les deux m'ont fait un chèque. Je pense que les deux m'ont cramé. On va pas se mentir, je pense que les deux ont compris que j'étais un peu dans la merde. J'avais 21 ans. On voyait que je roulais pas sur l'or et je pense que ça s'est ressenti aussi que j'étais un peu dans la merde. Je pense pas que je l'ai caché. Je pense pas que j'étais un bon acteur au point de cacher tout ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment compris que j'étais motivé, sérieux dans ma démarche. Donc je vais pas vous faire croire que j'ai réussi à donner une impression incroyable de professionnalisme. Je vous dirais plutôt que je tombais face à deux belles personnes qui ont décidé de me faire confiance et qui peut-être aussi ont senti une opportunité. Parce que la réalité, c'est que derrière, j'ai bossé pour eux comme j'ai jamais bossé pour personne. Et je leur ai dit, j'aurais dit, je vais faire de vous ma plus belle étude de cas. Et je leur disais pas que ce serait ma première étude de cas. Par contre, je leur disais que vraiment, je voulais qu'ils deviennent ma plus belle étude de cas. Et je pense que tout ça, ça envoyait des signaux comme quoi j'étais un peu le jeune désespéré qui veut se lancer, mais qui veut quand même être payé à sa juste valeur. Et les deux m'ont fait un chèque. Et je vous raconte pas émotionnellement le soulagement que c'est. Je pense que c'est le sentiment le plus intense que j'ai vécu dans ma vie. Je suis reparti parce que c'était vraiment le mode survie et là c'était un échappatoire. Enfin, c'était la solution à ce mode survie. Je suis reparti à la fin de la même journée. Donc j'ai fait les deux rendez-vous dans la même journée. Je suis reparti de ces deux rendez-vous avec des chèques pour l'équivalent de 5 000 €. C'était juste absolument incroyable. Et, euh, et vous voyez, encore une fois, ça montre que on s'imagine toujours que là, si je vous racontais, tiens, va à un premier rendez-vous et exige un chèque, vous allez me dire c'est impossible. Et en vrai, là tout de suite, si vous me demandiez de le faire, peut-être que j'arriverais pas ou j'aurais pas le courage de le tenter. Mais en vrai, quand on brûle ses navires, et je reviens à ce qu'Olivier Roland disait dans sa vidéo, quand on brûle ses navires, c'est vrai, on n'a plus le choix d'avancer. Et pour le coup, c'était extrêmement stupide ce que j'ai fait comme cette décision de prendre un appartement trop cher pour moi et tout. Mais my God, comme ça m'a motivé quoi. Je veux dire, honnêtement, quand je prends du recul, je me rends compte que sans cet appartement beaucoup trop cher, sans ce cumul de charges qui m'a écrasé le dernier mois, et sans ce mois qui a avancé jusqu'au 25 du mois sans jamais encaisser, j'aurais jamais eu la pression suffisante pour faire ce genre de choses qui pour moi a été, je le considère comme un risque ultime quoi. Parce que elle exiger quoi que ce soit à un client quand on n'a aucun portfolio, aucune crédibilité, c'est un peu kamikaze. Bref, donc ça a marché et c'est comme ça que j'ai encaissé mes 5 000 €. Alors ça, j'ai pas fait les 6 000 € du coup, mais honnêtement, ça a quand même permis de régler la plupart des problématiques. Et donc, forcément, à partir de là, il y a eu le déclic, le vrai déclic. La première leçon que je retire de ce déclic déjà, c'est que tout peut arriver très vite. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes un peu désespéré dans votre lancement, que vous dites que les résultats sont longs à arriver, peut-être que vous avez l'impression d'énormément travailler pour absolument rien qui tombe. Mais regardez, en vrai, tout a changé en 24 heures. Là, en ce qui me concerne, il y a eu en 24 heures, il y a eu le moment où j'étais en mode désespéré finalement, le business n'était pas pour moi. Je viens de me ridiculiser devant tout le monde, ma famille, les amis, devant tout le monde, je me suis ridiculisé. Ma vie est foutue. 24 heures plus tard, je suis
dans les nuages en mode j'ai encaissé 5000 euros en 24 heures en répondant à des commentaires sur Facebook et en allant voir les gens en exigeant un chèque tout de suite. Alors en 24 heures, je suis passé d'un extrême à l'autre. Donc ça c'est une première leçon, c'est que quand les youtubeurs et tout le monde vous dit n'abandonnez rien, ne lâchez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire ce que vous faites déjà. Mais par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner l'idée et il ne faut pas arrêter d'essayer. Par contre, il faut peut-être varier les méthodologies parce qu'il y a un truc qui peut fonctionner et le résultat peut arriver excessivement vite. Vraiment, tout peut changer en quelques heures, en quelques jours. Donc ça, c'est déjà la première leçon. Et la deuxième leçon que moi j'en ai retenue à partir de ce jour-là et qui est très liée à ce que je vous ai dit précédemment, il faut arrêter de courir après les petits billets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, allez voir des gens qui ont vraiment un besoin, qui ont vraiment quelque chose à gagner. Parce que les PME dont je vous parle là, elles faisaient déjà quelques millions de chiffres d'affaires. Mais alors peut-être 1 ou 2 millions. 1 million pour le cabinet, je pense, et puis peut-être 2 millions pour la boîte dans l'habitat. Mais du coup, l'impact de leur site web et de leur publicité en ligne, c'est forcément plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plusieurs millions. Je dis en dollars parce que c'est des clients québécois. Il y a forcément un impact financier qui est lourd si je réussis bien ce que je leur ai vendu. Et donc forcément, ceux-là sont bien, enfin ils sont prêts à investir beaucoup plus. Pour eux, 2500, c'est absolument rien par rapport à ce qu'ils peuvent y gagner. Et vous voyez, c'est là qu'on arrive à trouver de la vraie clientèle, des vrais bons clients qui vont s'engager dans le process, qui vont vous faire confiance, qui vont investir en vous et dans un budget. C'est quand ils ont quelque chose de massif à y gagner. C'est pour ça que le solopreneur qui démarre, qui fait 2000 par mois, bah, il ne peut pas mettre ce genre d'argent parce que lui-même ne s'est pas encore prouvé qu'il pouvait faire 4000, 5000, 10 000. Donc forcément, il va essayer de le faire par lui-même avant de vous déléguer tout ça. Bref, vous avez compris, je ne vais pas m'étendre 100 ans sur le sujet, mais faut vendre plus cher à des entreprises plus grosses qui ont des moyens, mais surtout qui vont avoir un vrai retour sur investissement. Et là, tout se débloque. Et ça a été un très gros déclic. Et il y a eu un autre événement qui a été imprévu, celui-ci, c'est que donc j'ai commencé à travailler avec eux à partir du 7e, 8e mois du coup, 7e mois, et donc chez mon premier client, donc Francis, j'ai fait une rencontre qui est Richard. Richard, c'est quelqu'un que j'ai interviewé plusieurs fois sur la chaîne YouTube, qui est venu sur plusieurs vidéos de la chaîne, qui en fait qui était consultant en entreprise. Richard, c'était un monsieur qui avait 65 ans, 70 ans à l'époque, et qui avait 35 ans de conseil derrière lui. Donc il était consultant pour des grosses PME pour les aider à croître. Et Francis a investi dans ses services. Et donc j'ai rencontré Richard chez Francis, dans l'entreprise de Francis. Et Richard, j'ai senti que c'était le gars dont il fallait que je me rapproche et qui avait tout à m'apprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et Richard est devenu mon mentor concrètement. Et grâce à cette expérience avec Francis, avec l'entreprise, etc., Richard a vu que j'étais sérieux, que j'étais quelqu'un de motivé et que je travaillais bien. Et il s'est dit immédiatement, je vais t'expliquer comment faire pour que ça fonctionne. Et c'est lui qui m'a expliqué comment reproduire ce que j'avais vécu avec Francis, avec le cabinet de nutrition, comment le reproduire sur d'autres PME. Il m'a un peu ouvert son carnet d'adresse aussi. Alors, il m'a jamais donné de clients tout cuit dans le bec, hein, mais il m'a déclenché des rendez-vous. Une petite dizaine sur les 2-3 ans, il m'a mentoré. Et puis surtout, il m'expliquait comment processer mon quotidien, comment maîtriser mon temps, comment bien facturer. Et en fait, pour les 2500 par mois, au final, je bossais l'équivalent de 20 heures par semaine, donc j'étais absolument pas rentable. Il m'a expliqué comment corriger ça, comment mieux pricer les clients. Bref, derrière, c'est lui qui m'a tout appris sur le monde du conseil, du consulting et donc de l'agence. Et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à scale, mais ça je vous en parlerai dans une future vidéo si vous en avez envie. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous raconte comment derrière j'ai accéléré pour passer de freelance à agence avec les 5 employés à temps plein, etc. Dites-moi en commentaire, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà, c'est Richard qui à partir de là m'a donné tous les conseils dont j'avais besoin. Et donc, après ce premier mois à 5000 euros, et le mois suivant j'ai fait 10 000 euros. Et à partir de là, ça s'est jamais arrêté. J'ai passé beaucoup de temps après à 15-20 000 euros en solo, jusqu'à commencer à recruter et à scale. Et encore une fois, je vous raconterai tout ça. Mais à partir de là, Richard est devenu la personne qui m'a guidé. On allait manger ensemble quasiment chaque semaine. Je lui présentais ma situation, il me corrigeait et en échange, je faisais tout son marketing numérique gratuitement. Lui, il connaissait pas du tout le marketing web, donc moi personnellement, je l'ai formé et je l'ai aidé à le mettre en place. Et c'est devenu comme ça un échange de bons procédés. Et ça, c'est une dernière leçon que je voulais partager là. Le mentorat, c'est un game changer. Honnêtement, il m'a fallu 6 mois et un désespoir pour trouver la solution qui m'a permis de passer de 0 à 5000 euros par mois. Mais à partir de là, quand Richard a commencé à m'accompagner, à me conseiller, tout s'est débloqué et au final, tout s'est accéléré. Et j'ai jamais eu à resubir une pression énorme ou une grosse douleur pour passer à l'étape d'après. Dès que j'avais envie de passer à l'étape d'après, ou dès que j'avais une problématique, j'avais une source pour trouver ma réponse, la réponse à ma question. Et forcément, je peux que vous conseiller d'avoir un mentor
qui vous accompagne et qui vous montre le chemin directement, plutôt que d'aller vous taper contre tous les murs avant de trouver le chemin. Voilà, c'est peut-être le dernier conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Encore une fois, c'est le genre de vidéo où je suis pas, j'ai pas trop de pratique, hein. Les vidéos un peu improvisées comme ça, non structurées. Alors en plus, pour parler de soi, c'est jamais évident. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, que c'était pas trop monotone et, et linéaire. Mais si on devait retenir deux trois choses déjà, connaissez-vous vous-même, c'est-à-dire sachez ce qui va vous motiver. Moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours bossé à la pression, même pendant les études. Je révisais tous mes examens en dernière minute, je faisais toujours tout en dernière minute, et je suis toujours comme ça aujourd'hui. Je pense que vu que la pression est ce qui m'anime, bah, il fallait que je me mette la pression pour que ça marche, et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vendez cher, il n'y a pas le choix. Enfin, vendez pas à 300 balles si vous voulez gagner 10 000, il y a un truc qui colle pas. Vous pouvez trouver 1, 2, 3, 4 clients en un mois, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, bah, il faut des clients qui, à eux tous, vont vous rapporter les 10 000 euros que vous voulez. Ce qui veut dire qu'au minimum, il faut que vous vendiez à 2 500 euros. Et si vous pouvez vendre à 5 000 ou à 10 000, foncez. Honnêtement, c'est juste un raccourci. Je connais personne qui a augmenté ses prix et qui l'ait regretté. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil le plus important ici. Le troisième qui est lié à ça, bah, allez voir les entreprises qui sont liées à ces tarifs. Parce que vous avez beau augmenter vos prix, si vous allez voir des boîtes qui n'auront jamais les moyens de les payer, forcément, bah, c'est stérile. Donc il faut aller voir des boîtes qui ont les moyens de vous payer, mais qui ont aussi un besoin corrélé avec cet investissement. Donc des boîtes qui vont avoir un vrai retour sur investissement, même s'ils vous payent plusieurs milliers d'euros pour vos services. Et quatrième point, trouvez-vous un mentor, ayez quelqu'un qui a fait ce que vous voulez faire et qui peut vous accompagner. Ça vous évitera de passer par des moments douloureux pour apprendre. Vous pourrez apprendre de quelqu'un d'autre, ce qui vous évite d'avoir à faire vous-même les erreurs pour avancer. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'espère que c'était pas trop long, que c'était fluide. Dites-moi honnêtement en commentaire, hein, ça se trouve, au moins vous aurez un peu de détails sur comment ça s'est passé de mon côté pour le lancement. Si vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, eh ben, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous répondre aussi simplement par écrit, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez apprendre à vendre des sites web, prospecter, trouver des clients, et ben, écoutez, venez à la conférence qui aura lieu très bientôt, donc mardi soir, avec le lien qui est ici dessous. Puis si vous regardez cette vidéo dans longtemps, et ben, peut-être qu'il y aura une autre conférence qui sera en ligne, et dans ce cas-là, je mettrai le lien à jour en description. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo un peu dans ce style-là. Si ça vous chauffe, dites-le moi ci-dessous.